Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 11 août 2023 et ceci est la première vidéo de questions-réponses. Je vais tâcher de répondre à des questions qui m'ont été posées par mes proches. 4 questions. Les deux premières ont été posées par Fred. Alors au passage, Fred, je te salue, j'espère que tu vas très bien. Alors Fred m'a posé une question qui était relative à une checklist, une sorte de to-do list que j'avais avant de partir sur les chemins de Compostelle, avant de partir de Bruxelles et de me rendre vers Santiago. Et sur cette liste, il y avait une série d'activités que j'avais envie de réaliser en route et qui me tenaient à cœur. Et une de ces activités que j'avais partagées avec mes proches et que j'avais partagées avec certaines personnes que j'ai rencontrées en chemin, c'est que j'avais le rêve de boire un café que je me serais fait moi-même en sortie de ma tente dans les Pyrénées. Alors, cette activité, Fred m'a demandé si j'avais eu l'occasion de la réaliser. Alors, au sens strict du terme, non, mais je considère cette activité comme étant réalisée, puisque je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, j'ai eu l'opportunité de faire 2 nuits d'affilée de bivouac à 300 mètres d'altitude sur une petite colline au niveau de la chapelle Soyarts, très proche des Pyrénées, avec une vue absolument géniale sur les Pyrénées que je pouvais observer depuis ma tente. Et les deux nuits que j'ai passées, ou plutôt les 2 matins de mon réveil dans ce lieu absolument magnifique, j'ai profité du café en ayant une super visibilité sur les Pyrénées. Là, mon vœu était exaucé, j'avais eu l'opportunité de boire mon café en contemplant les Pyrénées, mais c'est vrai que techniquement, j'étais pas dans les Pyrénées. Alors après, quand j'étais dans les Pyrénées, ça s'est passé de la manière suivante, c'est que quand j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port, le temps était vraiment très nuageux, pluvieux et venteux. Et j'espérais avoir une fenêtre pour monter les Pyrénées, pour aller vers Roncevaux avec un soleil, mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. J'ai eu une opportunité, à un moment j'ai eu une fenêtre de plus ou moins 2 heures de soleil et j'ai escaladé vers un refuge d'altitude, le refuge d'Isande Doré. Donc je suis parti à 17 heures de Saint-Jean-Pied-de-Port et je suis arrivé plus ou moins à 21h15. Donc après 20 km de marche et un peu plus de 1000 mètres de dénivelé, je suis arrivé à ce refuge. Arrivé en haut, le temps était exécrable. Alors il était pas question de mettre la tente juste pour le plaisir de réaliser mon rêve, de boire mon café en sortie de ma tente, d'autant que la visibilité, elle n'était pas terrible. Donc j'ai dormi dans ce refuge d'altitude où j'ai rencontré 2 autres randonneurs qui étaient en train de faire la traversée des Pyrénées. Au matin de mon réveil, dans cet abri d'altitude, je me suis fait mon café et j'ai bu mon café dans les Pyrénées, mais la visibilité était loin d'être extraordinaire et de toute façon, honnêtement, l'endroit où je me situais était un espèce de grand plateau où même s'il avait fait beau, oui, j'aurais eu une visibilité sur le lieu où j'étais, mais j'aurais pas eu la vue d'ensemble, le lieu ne s'y prêtait pas, du moins c'est ce dont j'ai l'impression puisque je ne l'ai jamais vu dégager, je l'ai vu qu'il faisait vraiment très brumeux. Mais j'ai bu mon café dans les Pyrénées, donc je considère cette activité comme étant réalisée. La deuxième question que Fred m'a posée était relative à un objet que j'ai reçu en chemin et elle m'a demandé ce qu'il en était. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, quand je suis arrivé à Vézelay, c'était le 22 juin de cette année donc, je m'en souviens bien puisque c'était le jour où j'avais fait une journée de pause à Vézelay et c'était le jour où j'ai eu l'opportunité avec Elisabeth et Vera, donc deux pèlerines belges que j'ai rencontrées en chemin avec qui j'avais effectué une journée de marche. On a eu l'opportunité de marcher sur le chemin de lumière dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay. Et une fois qu'on est sorti de la basilique, une dame est venue vers nous, une dame qui était très émue et qui s'intéressait à savoir si on était sur la fin ou le début de notre pèlerinage. Elle nous posait la question puisqu'en fait, elle nous a remis un caillou, un caillou sur lequel était écrit une prière du moins c'est ce que je suppose, puisque je n'ai pas lu cette prière directement. Et donc en fait ce qu'elle voulait c'était qu'un pèlerin dépose ce caillou quelque part sur le chemin de Compostelle, euh, puisque comme elle nous l'a dit, très émue, elle n'avait pas la possibilité de le faire, elle n'a pas la possibilité de marcher, et donc elle voulait qu'un pèlerin dépose ce caillou quelque part. Alors comme Elisabeth et Vera étaient sur la fin de cette session sur les chemins de Compostelle, elles s'arrêtaient à Vézelay pour cette fois-ci, elles reprendront leur pèlerinage plus tard, j'ai pris possession du caillou, j'ai pris la responsabilité d'aller déposer ce caillou, et j'ai demandé à cette dame où elle voulait que je le dépose. Et cette dame m'a dit j'ai pas de préférence, déposez-le à l'endroit que vous voulez.
Il se trouve que j'avais une très bonne idée de l'endroit où je voulais le déposer. J'en ai pas parlé à l'époque, mais je compte le déposer en Espagne à la Cruz de Ferro, qui est un lieu emblématique des chemins donc sur le Camino Frances en Espagne. Il s'agit en fait d'une grande colonne avec une croix chrétienne en son sommet et au sol un gros tas de cailloux qui sont tous des cailloux que les pèlerins et les marcheurs viennent déposer. Parfois c'est juste un caillou qui représente qui a une symbolique personnelle ou qu'une intention. Ça peut être un caillou avec quelque chose de marqué dessus. C'est un geste symbolique d'aller déposer ce caillou là. Je pense qu'à une époque ancienne le principe était de déposer ce caillou à cet endroit là et ce caillou symboliquement représentait le poids de ses péchés et on s'en débarrassait sur le chemin de Compostelle. Du moins c'est ce que je pense avoir compris. C'est la place tout indiquée pour aller déposer ce caillou. Il se trouve que moi aussi, quand je suis parti de Uccle, j'ai pris un caillou avec moi. À la base, pour le déposer là-bas, il n'est pas impossible que ce plan-là change en route, mais le caillou que j'ai reçu à Vézelay par cette dame, je le tiens et je le garde précieusement avec moi depuis Vézelay. Donc ça fait plus de 1300 km, je crois, ou à peu près 1300 km que j'ai ce caillou en ma possession. Je n'ai jamais lu ce qu'il y avait marqué dessus. Dès que je l'ai reçu, je l'ai emballé. Je l'ai emballé sans lire, je ne voulais pas porter le poids de ce qui était marqué. J'ai décidé de le garder précieusement, emballé. Et mon intention est de me rendre à Cruz de Ferro, qui est encore dans quelques centaines de kilomètres. Et le jour où j'y arriverai, de déballer ce caillou, de lire la prière qu'il y a dessus, ou l'intention, enfin quoi que ce soit comme texte sur ce caillou, de le lire là et de déposer ce caillou-là. Alors ceci est la réponse à la deuxième question de Fred. Alors Fred, merci pour tes questions et j'espère que ces réponses te satisferont. Alors ensuite, j'ai reçu deux questions d'un ami très proche à moi, un ami de longue date, Mathias. Alors au passage, Mathias, un grand bonjour. Et Mathias m'a posé deux questions. Et la première, elle était relative à Jack. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Jack, c'est le nom que j'ai donné en chemin à mon chariot de randonnée. Qui est évidemment tout le temps avec moi puisqu'il contient tout mon matériel. Et Mathias se demandait un petit peu, vu que Jack est quand même relativement imposant, il s'agit d'un gros sac de randonnée de 65 litres je pense, qui fait une vingtaine de kilos avec le système du chariot, les bâtons, enfin en gros tout mon matériel ensemble fait une vingtaine de kilos, donc il est relativement imposant. Et Mathias se demandait comment je gérais ce sac à dos, par exemple quand je fais mes courses ou quand je vais camper, qu'est-ce que je fais de toutes mes affaires, comment je garde mes affaires entre guillemets en sécurité. Alors pour ce qui est des courses, très souvent quand ce sont si c'est une petite supérette c'est très facile, hein, je rentre avec dedans, ou vraiment s'il n'y a pas la place je le mets contre la vitre, je jette toujours un œil dessus, sinon je rentre avec dans la supérette, je le mets dans un coin, je fais mes petites courses et puis je ressors avec. Ça c'est ce que je fais généralement. Quand il s'agit de grandes surfaces, généralement je le laisse à l'entrée. Par exemple en France, dans les grandes enseignes, ils demandent à toute personne de déposer les sacs à dos à l'entrée, au niveau de la réception du supermarché, à l'accueil. Et comme Jack est relativement imposant et qu'ils ne savent pas le mettre, le passer au-dessus du comptoir, généralement ils me font passer dans le magasin, ils me le font déposer près d'eux. Donc généralement je le laisse là et je le conserve en relative sécurité. Sinon, s'il n'y a pas d'obligation de laisser les sacs à dos à l'accueil, généralement ce que je fais c'est que je le dépose près des caisses. Je le mets toujours d'une certaine manière qu'il est un petit peu difficile à manœuvrer, que je sais un petit peu comment le retirer facilement. Jack a une double bâche pour le protéger de la pluie, donc il n'est pas facile d'aller dedans, de chipoter facilement. Il faut déjà chipoter et le connaître pour pouvoir commencer à fouiller dedans. Mais honnêtement, je ne suis pas inquiet. J'ai décidé de faire mon pèlerinage en totale confiance du chemin, donc je ne suis pas du tout parano. Bien sûr, je fais attention à mes affaires. Quand je le dépose à l'entrée d'un hypermarché, je vais faire mes tours dans les rayons et puis toutes les 2-3 minutes, je viens jeter un petit coup d'œil, voilà, mais plus pour dire de faire un peu attention, mais j'ai vraiment pas de crainte et je suis assez détendu, j'ai pas trop peur du vol. Après tout, il s'agit de matériel de randonnée, ça se voit. J'ai pas l'impression que beaucoup de gens seraient tentés d'aller chipoter dedans. Bon, évidemment, il ne faut pas tenter le diable, il ne faut pas le laisser sur le parking de l'hypermarché et partir pendant une demi-heure. Bon, voilà.
Après, pour ce qui est des campings et du bivouac, par exemple, eh ben, quand je suis en camping, bon, il faut savoir que dans les campings, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est une mentalité de campeur. Les gens se font relativement confiance. Alors après, c'est vous et votre intuition aussi. Si vous êtes dans un camping où il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde, bah, vous n'avez pas envie peut-être de laisser certaines affaires sans surveillance. Moi, ce que je fais, si je quitte le camping, généralement, c'est que j'ai un tout petit sac ultra léger que je prends avec moi et je mets les affaires importantes dedans. Donc je prends ma crédentiale typiquement, peut-être le cash que j'ai sur moi, j'ai toujours mon portefeuille, mon GSM. Après le reste c'est du matériel de rando. Je pars du principe que la probabilité de chance qu'on vienne me piquer mes vêtements ou qu'on vienne me piquer mon sac de couchage, la probabilité est faible et ça reste du matériel. Ça se change. Si vraiment on devait me prendre quelque chose en route, mais vraiment j'y pense jamais, mais si vraiment ça devait arriver, eh ben, je rachèterai une tente ou je rachèterai un sac de couchage, mais vraiment, je fais confiance et je ne crois pas que ça doive arriver. Dans certains campings, ça m'est arrivé de laisser sans surveillance mon GSM à charger au niveau des sanitaires. C'est une pratique courante, je ne suis pas le seul à le faire, mais après, c'est vous et votre intuition en fonction de l'ambiance dans le camping, en fonction du nombre de gens peut-être, de l'endroit où vous vous situez par rapport à l'endroit où vous mettez votre GSM en charge. C'est un peu au feeling, mais voilà, je fais un petit peu attention, mais je suis pas du tout parano à tout ça, donc je fais relativement confiance et ça me permet de me libérer d'un poids, donc je suis pas du tout quelqu'un qui suis dans la peur en permanence, donc voilà, je fais relativement confiance, mais je fais quand même attention aussi. Alors j'espère que ça a répondu à ta première question, Matt. La deuxième question était relative au temps. Mathias s'est demandé, suite à plusieurs jours, voire plusieurs semaines de drage, donc de fortes pluies en Belgique, il a eu une petite pensée pour moi. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe si toi tu as ça pendant que tu es en train de randonner et que tu es en train de te faire rincer? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets à l'abri? Est-ce que tu plantes ta tente? Qu'est-ce que tu fais? Alors, bon, je considère que la pluie en soi n'est pas un problème. Je l'ai déjà dit dans des vidéos de compte rendu. Le problème, c'est quand la pluie ne s'arrête jamais. Alors, depuis le début de mon pèlerinage, ça m'est pas arrivé 3-4 jours de pluie. Par contre, j'ai eu souvent de la pluie et des orages, donc j'ai déjà été détrempé pendant la marche. Il m'est arrivé de m'abriter sous un arbre parce que j'étais avec d'autres pèlerins et qu'ils n'avaient pas envie de continuer à marcher. Moi, dès qu'il commence à pleuvoir, je sors ma veste imperméable et je continue à marcher. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, en ce qui concerne Jack, donc en ce qui concerne mon sac, il est double bâché avec des bâches imperméables. Le sac en lui-même a un certain niveau d'imperméabilité. Et à l'intérieur du sac, j'ai également dans des petits sachets, dans des petits sacs imperméables de rando, toutes les affaires qui ne devraient pas être mouillées. Donc j'ai un sac pour les vêtements par exemple, j'ai un sac pour l'électronique, donc les câbles et les adaptateurs secteurs pour charger mon matériel. J'ai aussi un sac étanche pour la nourriture. Donc voilà, ça m'est jamais arrivé d'avoir mes affaires mouillées à l'intérieur du sac pendant que je marchais. Donc s'il drage pendant que je marche, ben, je mets ma veste imperméable et je continue à marcher, c'est aussi simple que ça. Ce qui est plus difficile par contre, c'est quand on veut monter ou démonter la tente. Voilà, ce que j'ai pas dit, c'est que quand je marche et qu'il pleut, hein, veste imperméable ou pas, au final, vous êtes trempé. Hein, des chaussettes jusqu'à la tête. Je marche avec des chaussures de trail, donc c'est des chaussures qui sont vraiment géniales pour ce type de marche. Elles sont super légères, elles sont super confortables. Je me sens vraiment bien dedans. Mais dès qu'il y a un petit peu de pluie ou même parfois de la rosée, la rosée du matin dans des hautes herbes, je marche dedans, c'est fini, j'ai les pieds trempés. Mais dès qu'il fait un peu chaud, ce sont des types de chaussures qui sèchent ultra vite aussi. D'ailleurs, tous les vêtements que j'ai sont des vêtements que j'ai achetés pour cette randonnée et qui sont des vêtements de type technique qui sèchent très très vite. Donc généralement, si le soleil revient, assez rapidement, je peux faire sécher mes vêtements. Alors ça m'est bien sûr arrivé souvent de devoir, pendant la journée, sortir mes affaires mouillées du sac, hein, je parle des vêtements que je portais sur moi, d'étaler une bâche par terre, profiter du soleil, étaler mes vêtements, sans parler de la tente évidemment, puisque la tente, quand il pleut toute la nuit, au matin elle est détrempée, et puis parfois c'est simplement l'humidité de l'endroit où je me trouve, la condensation qui peut se trouver à l'intérieur de la tente. Donc ça, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Plier la tente mouillée en soi, c'est pas un problème. Je n'ai jamais eu l'intérieur de la couchette mouillée, donc ça m'est déjà arrivé de plier ma tente mouillée et de la redéplier juste au moment où je voulais aller, camper ou bivouaquer. L'intérieur de la couchette n'a jamais été mouillé. Ce que je faisais régulièrement, c'est dès qu'il y avait un rayon de soleil, je prenais une pause au moment qui s'y prêtait le mieux.
je sortais ma tente, je dépliais tout, j'étendais toutes mes toiles. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait fréquemment puisque ma tente mouillait très souvent par la condensation ou par la rosée à l'extérieur. Ça, c'est des choses qui sont arrivées très souvent. Et puis forcément, avec la pluie pendant que je dors, c'est arrivé également. Voilà, les opérations les plus délicates, c'est de monter la tente quand il pleut. Et la replier quand il pleut, c'est un peu le même principe que quand elle est mouillée. En fait, ça ne change pas grand-chose. Que la tente soit mouillée au matin parce qu'il a plu toute la nuit ou qu'il soit toujours en train de pleuvoir au moment où je replie la tente, c'est la même chose. La seule différence, c'est que s'il a arrêté de pleuvoir, moi je ne serai pas mouillé. Et s'il est toujours en train de pleuvoir au moment où je replie la tente, je serai mouillé aussi. Voilà, c'est la seule différence. Par contre, monter la tente quand il pleut, ça c'est pas forcément évident puisque la tente est composée de deux parties. Une première partie, la partie principale qui est la couchette qui est faite d'une moustiquaire. Ce qui veut dire que s'il pleut à verse sur cette partie pendant que je suis en train de la monter, l'intérieur risque d'être mouillé. Au pire des cas, tiens, je l'ai là, vous prenez un torchon comme ceci, vous essuyez à l'intérieur. Bon, il y a moyen de s'en sortir, hein. En fait, il faut régler les problèmes les uns après les autres. Et les aventures, comme je dis toujours, j'aime pas le mot problème. Bon, généralement, la couchette n'a pas été mouillée. Quand vous voulez monter la tente et qu'il pleut à verse, il y a aussi une technique, c'est de la monter en dessous d'un arbre. Il se trouve que j'ai une tente autoportante, c'est-à-dire qu'avant de mettre les piquets au sol pour fixer ma tente, je peux monter la tente, la prendre par le dessus et la déplacer assez facilement. Donc je peux la monter en dessous d'un arbre, là où il pleut pas trop. Ça m'est arrivé de la monter en intérieur, donc peut-être c'est une salle commune dans le camping, si vous êtes dans un camping à ce moment-là. Vous pouvez la monter à l'intérieur, puis la déplacer, ça évite de mouiller la couchette, puisque du coup, j'ai oublié de le dire, mais une fois que vous avez monté la moustiquaire, forcément j'ai la partie imperméable qui est la deuxième couche qui vient se mettre par-dessus. Donc voilà, après c'est du cas par cas. Moi j'ai jamais eu 4-5 jours de pluie d'affilée. Je peux imaginer, j'ai entendu des pèlerins me parler de situations comme ça qui sont assez problématiques. Bon, dans ces cas-là, à un moment quand tout est trempé, j'ai envie de dire tout est trempé, il faut faire avec. Les solutions, c'est d'aller se prendre un gîte, d'aller se prendre une nuit d'hôtel, trouver un petit chalet. Dès qu'il y a le moindre rayon de soleil ou qui fait pas trop froid, qu'il n'y a pas trop d'humidité dans l'air, qu'il y a un peu de vent, attacher ses affaires à un arbre, enfin, ça devient du cas par cas. Moi je vous ai expliqué les cas auxquels j'ai fait face. Oui, j'ai affronté la pluie et l'orage quelques fois, mais par chance ça n'a pas duré plusieurs jours. Si ça dure plusieurs jours, il faut trouver des solutions, trouver un petit chalet, un abri, sécher à la main, prendre un torchon, frotter, essorer, etc. Enfin, il faut s'adapter. Quand ça arrivera, je devrais m'adapter, mais bon voilà, là je suis en Espagne, il fait plein soleil à tous les jours, il y aura peut-être du mauvais temps, mais j'ai pas l'impression que j'aurai 4-5 jours d'affilée, mais qui sait jamais, peut-être en Galice. Voilà, ceci est la fin du question-réponse. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Fred et Mathias, si jamais vous voulez des compléments d'informations, je vous les donnerai bien sûr, n'hésitez pas à me le dire. Quoi qu'il en soit, je vous invite à laisser du coup en commentaire de cette vidéo des questions que vous pourriez vous poser. À nouveau, ça peut être des questions sur n'importe quoi, des sujets que j'ai pas abordés ou des compléments d'informations peut-être par rapport à des choses que j'ai dit. Laissez votre imagination aller et posez les questions que vous avez envie. S'il y a des questions, dans la prochaine session questions-réponses, je tâcherai d'y répondre le mieux possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de questions-réponses du premier épisode. Je vous souhaite à tous un agréable moment. Et comme toujours, dans toutes mes vidéos, je vous souhaite à tous un très bon chemin.